parfait, impeccable, excellent, génial, irréprochable. Tip top. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre employeur et employé. Marie-Ève Gagnon, oui. Vous avez travaillé plus de 14 ans au même endroit. Vous avez développé une grande relation d'amitié avec votre employeur. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Merci. Steve H. Ratti, vous êtes un cheval de course difficile à monter. Tout un défi pour vos employeurs. Vous allez nous en parler? Ah oui, très certainement. Oui. Bienvenue. Jean-Pierre Pérouma, vous connaissez le sujet sous différents angles, employeur, employé, spécialiste en évaluation des risques psychosociaux, délégué syndical, coach, formateur, consultant en gestion. Bienvenue sur le plateau. Merci. On a demandé aux enfants s'ils préféraient être patron ou employé. On les écoute. Ben, j'aime mieux être ton employé parce que tu travailles, t'as du travail. Quand t'es un patron, t'es juste un bureau puis t'as moins de choses à faire. Un employé. Parce que, en fait, je trouve que être patron, c'est un peu trop dur. C'est un peu trop de responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis mitigée entre les deux. Je suis quelqu'un de plutôt créatif au travail, donc j'ai eu des envies d'être patron, mais je pense que je dois admettre que je suis un bon élément d'une entreprise, mais je pense pas être patron un jour. On a soumis cet énoncé à plusieurs personnes. Je ne supporte pas les employeurs qui... 3 petits points. Qui n'ont pas à cœur l'entreprise pour laquelle ils travaillent, puis que quand il y a une problématique, ils remettent ça toujours entre les mains de leurs employés. Le plancher va gérer ça. Ils sont capables de réprimander un employé devant d'autres employés. Les employeurs qui n'ont pas le temps se prennent pour un nom. Ils pensent que être employeur veut dire monarchie. Steve, qu'est-ce qui vous insupporte chez l'employeur? Un employeur absent. Et c'est sûr et certain, je ne suis pas le bon gars me faire une réprimande devant les autres collègues. Je ne supporte pas ça. Je m'en vais sur le champ. On comprend. Jean-Pierre, vous avez envie de réagir? C'est important ce que dit Steve. Humilier quelqu'un en public, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est un bon employeur, un bon gestionnaire. Avoir des valeurs, mais aussi les incarner. Être ce qu'on demande aux autres, là, c'est important. Être exemplaire, c'est ça, être un leader. Un chef, ça descend dans la soute avec ses employés, ça les aide, ça leur montre les choses, d'être proche de son monde, puis de créer une synergie, un groupe de travail qui va avancer ensemble sur les obstacles, les épreuves et les objectifs. Merci. Quand l'employeur est présent au 5 à 7, voici ce qu'il y avait à nous dire, M. Asselin. Quand l'employeur est présent au 5 à 7, c'est plate, mais il y a une règle en écrit qui dit qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps, puis il ne faut pas qu'il boive trop non plus. Marie-Ève, absolument pour ou absolument contre? Je dirais absolument pour. Ça dépend c'est quel jour de la semaine. C'est possible, oui, d'avoir du plaisir, mais en même temps, il ne faut pas que ça nuise aux conditions de travail le lendemain. Moi, je suis partiellement contre. Je ne suis pas obligée de m'asseoir à côté des patrons, là. Mais je trouve ça rassurant de savoir qu'ils ont une vie qui ressemble à la mienne aussi. Jean-Pierre, un avis? Moi, je suis plus comme Marie-Ève. Il vient, il passe, il dit bonjour, il socialise un peu, puis après, il laisse l'espace aux gens. C'est un 5 à 7, il faut s'amuser un peu. Je ne sais pas si les gens s'amusent tant quand on est sous le regard du patron, puis moi, je ne m'amuse pas forcément. Nous avons demandé l'opinion à plusieurs personnes sur la situation suivante. Devoir remplacer un patron qui avait la cote. C'est important de lui laisser la chance parce qu'on va peut-être l'aimer pour différentes raisons. Il n'y a pas de miracle dans cette situation-là, remplacer un patron qui avait la cote. T'espères juste que l'autre, il l'aille aussi. Ça fait toujours un petit bobo. On s'en remet tout le temps. Steve? Ça n'a jamais arrivé que
je m'enracine dans une relation avec un employeur. Moi, j'arrive à reconnaître quand moi, je dois partir. Donc, la relation inverse avec l'employeur, faire le deuil d'un employeur, ça m'est jamais arrivé. Merci. Marie-Ève? Si on se transpose dans le fait de mettre des nouveaux souliers d'employés, bien, j'y suis là. Quand on sait où on s'en va, pas trop se laisser déranger parce que c'est facile de se laisser aller à nos sentiments, surtout quand les gens nous parlent toujours de l'autre qui était là. Fait que présentement, c'est ce que je vis un peu. Ah, lui, il faisait telle chose. Ah, lui, on l'aimait. Ah, lui, telle chose. Puis j'ai deux choix. Ou je le prends personnel, je me fais de la peine avec ça, ou je fais ma place. Concernant les valeurs, justement, Julie, 42 ans, nous dit la chose suivante. Un conflit de valeurs avec un employeur, puis je dirais même aussi avec un employé. C'est quelque chose quelqu'un qu'on va côtoyer à tous les jours. Des valeurs, c'est dur à modifier. Je veux pas être négative, je pense que tout se travaille, mais pour moi, dans un cadre professionnel, il n'y a rien à faire. Marie-Ève, absolument pour ou contre ce que vous venez d'entendre? Ça dépend quel conflit de valeurs. Pour moi, il y a des valeurs plus importantes puis des valeurs sur lesquelles je suis capable de faire des compromis. Fait que ça va vraiment dépendre où se constitue là-dedans, puis quelle attitude la personne adopte face à ça. Est-ce que la personne veut être dans le même sens puis essayer de travailler pour qu'on arrive à un consensus ou est campée sur sa position, il n'y a rien à faire? Donc, absolument mitigé. Oui, exactement. OK. Jean-Pierre. Je pense que quand il y a un conflit de valeurs, c'est difficile de raccrocher les choses. Sinon, ça demande à une des personnes de faire un sureffort. Puis un sureffort, c'est ce qu'on appelle du surtravail. Donc faire plus de travail qu'il est nécessaire d'en faire pour pouvoir réaliser la tâche, ça crée ce qu'on appelle le stress de résistance. Et à un moment, on s'effondre. Les burn-out viennent souvent de là. Donc moi, je pense que conflit de valeurs, vaut mieux se retirer et puis réétudier une trajectoire de carrière. Merci. C'est un défi. Je trouve ça motivant, moi, le conflit de valeurs. Moi, ce que je trouve tip-top, là, c'est le moment où l'employeur et moi, on réalise qu'on est dans un conflit de valeurs. Moi, ce que je trouve encore plus tip-top, c'est quand tu te rends compte, on a un conflit, mais on disait la même chose dans d'autres mots. L'équipe a voulu savoir s'il existait des voies de passage pour tenter la réconciliation. Donc, notre experte, Mme Dany Rondeau, professeure au département de lettres et humanités, spécialisée en éthique professionnelle et organisationnelle, s'est prononcée sur la question. On l'écoute. Karl Marx disait que le profit, c'est du vol du salaire des travailleurs. Et c'est souvent perçu comme ça. Parce qu'aujourd'hui, l'écart entre les revenus des plus grands chefs d'entreprise du monde et les travailleurs sont indécents. C'est contraire à l'éthique. Mais ce qu'on voit, c'est des mouvements patronaux qui prennent conscience de ça et qui se disent, bien, on devrait réinvestir tel pourcentage de nos profits dans des caisses de retraite, dans des assurances maladie pour les travailleurs ou en salaire aux travailleurs. Steve, en lien avec cette tendance dont nous parle Mme Rondeau, avez-vous une nouvelle perspective? Bien sincèrement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai la crise de la quarantaine. Je ne sais pas si ça se peut, Jean-Pierre. Moi, le profit de l'employeur, là, je te dirais, je m'en fiche. Tu sais? C'est mon profit à moi qui est important, c'est mon indice de bonheur. Moi, est-ce que je me sens bien? Moi, ce que je demande toujours dans ma relation de confiance, dans mes deals avec mes employeurs, c'est que si j'ai le sentiment qu'ils font le maximum au niveau du salaire, des assurances, puis tout ça, il n'y a pas de problème avec moi. Merci. Marie-Ève, envie de réagir? Je suis une personne de justice et d'équité. Ce que l'employeur me donne, je veux qu'il le donne à tout le monde. Fait que dans ce sens-là, quelqu'un qui apporterait des choses à valeur égale, qui fasse de l'argent, il a le droit, mais qui nous apporte des choses à nous aussi, ne serait-ce que de la formation supplémentaire, quand ils vont faire des activités de groupe, des trucs sociaux pour que l'équipe soit en cohésion, puis que l'esprit d'équipe se travaille. On se le cachera pas, on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Quelqu'un qui arrive quelque part qui est pas bien traité, puis qui n'a pas d'importance dans l'entreprise, va vouloir s'en aller. On va écouter ce que nous a dit ce jeune homme de 27 ans sur l'employé qui réclame plus d'autonomie. Je pense que ça, c'est ce qu'un employeur doit
prendre le temps d'évaluer avec l'employé. Parce que des fois, il y a des employés qui veulent faire plus, ils pensent qu'ils peuvent faire plus, mais ils peuvent pas. Puis si tu peux faire plus, puis que tu es freiné par ton employeur parce qu'il n'a pas le temps de te donner plus ou de te former plus, malheureusement, tu vas finir par quitter. Jean-Pierre, absolument pour ou absolument contre ce que vous venez d'entendre? Absolument pour. C'est permettre à la personne de se déployer, de ne pas faire du travail quelque chose de contraignant, d'enfermant dans lequel je ne me réalise pas. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, les gens veulent du sens au travail, veulent se réaliser, ils veulent de l'autonomie, ils veulent pouvoir être respectés, entendus, puis que leur travail serve à quelque chose et soit utile. Marie-Ève? Totalement pour. Je vis présentement une ouverture à l'autonomie incroyable et j'en étais déconcertée même parce que quand tu arrives puis tout est possible, c'est autant déroutant que quand rien est possible, je pense. Voici ce que nous a répondu William concernant la conciliation travail-famille. C'est difficile d'arriver à une conciliation travail-famille. Si quelqu'un qui a une solution, qui m'appelle parce que moi, je ne l'ai pas trouvé encore. Marie-Ève, avez-vous une solution pour William? C'est d'être organisé, mais c'est aussi d'accepter de déléguer, d'aller chercher de l'aide autour de soi, de se faire un système de réseautage au cas et d'accepter les imprévus. Puis, je vais donner un exemple. Un repas, ça n'a pas besoin d'être tip-top. Ça a juste besoin d'être nutritif. Fait que même si on mangerait un souper déjeuner, c'est correct. Donc, je pense qu'il faut faire place à l'ouverture puis au lâcher-prise. Moi, je suis un homosexuel, je suis mariée et j'ai juste un chat à la maison. Mais à mon ancien employeur, il était assez sensible sur cette question-là. Il pouvait arriver des moments, puis j'étais encouragée, là, de prendre du temps si je devais passer du temps à la maison pour ma très petite cellule familiale. Merci. Jean-Pierre? La famille et la charge de la famille est essentiellement une charge féminine. Si on ne laisse pas la place aux femmes pour pouvoir avoir des enfants, les élever et puis en même temps travailler, on a un sérieux problème, surtout en pénurie de main-d'œuvre. Et puis, c'est avoir comme valeur cardinale, centrale, de l'argent, du profit, et pas la famille. Je trouve que c'est un peu un problème pour une société rendue là. La rencontre des générations pose-t-elle un défi entre employeurs et employés? Voilà ce que nous ont dit les personnes interrogées. Il y en a certains qui vont vouloir vous montrer des choses, mais de la manière qu'ils veulent le montrer, ne seront pas ouverts à apprendre des jeunes. T'sais, les chemins peuvent venir se rencontrer, puis ensemble, on construit du savoir, finalement. Les défis liés à ça, c'est que des fois, les générations, les boomers, ils se disent, ben moi, je sais tout, puis toi, jeune, ben tu sais juste suivre qu'est-ce qu'on a déjà fait. Que chacun puisse se faire un chemin, puis que ça soit fait avec non-violence. Je pense que c'est difficile pour les milléniums de prouver aux boomers qu'on n'est pas des lâches puis que c'est pas qu'on veut pas travailler. Fait que de faire notre place dans le milieu de travail puis de montrer qu'on est travaillant, qu'on a de la volonté, c'est difficile. Puis je pense que c'est difficile, à l'inverse, pour les boomers d'accepter des milléniums dans leur équipe de travail parce qu'ils pensent qu'on va être des boulets. C'est dans la catégorie, oui, mais est-ce que les générations peuvent se potentialiser? Oui, mais bon. Moi, je suis très fascinée, justement, par l'écart entre les générations. J'ai travaillé, et je travaille encore dans le milieu de la santé. Les plus vieux, j'adore les préposés plus vieux. Ils ont un savoir-faire, c'est rapide, les trucs qu'ils ont à me donner. Mais si je reviens dans mon thème de la crise de la quarantaine, ce sont les milléniaux qui m'ont appris à dire non. Jean-Pierre? Oui, les aînés ou les boomers ont des choses à transmettre, une expérience, mais je pense qu'il faut aussi faire confiance aux nouvelles générations. De toute façon, c'est elles qui vont avoir à vivre avec les conséquences de ce qu'on fait de nous. Il faut qu'on lâche prise. Nous avons demandé à la professeure Dany Rondeau si elle avait un conseil à donner au patronat en ce qui concerne l'éthique organisationnelle. On l'écoute. Donc, les entreprises, comme les organisations, devraient avancer avec les attentes sociales en matière de respect de l'environnement et de respect des travailleurs. Et souvent, les mesures qu'on met en place dans les organisations concernent les travailleurs. Il faudrait aussi
beaucoup plus mettre en place des mesures ou faire quelque chose qui concerne les patrons. Parce que les scandales de corruption qu'on a connus, ce n'est pas les petits travailleurs qui en sont responsables, hein, c'est les patrons. Jean-Pierre, est-ce que vous auriez quelque chose à nous partager concernant les propos de Mme Rondeau? Quand on est un employeur, on est seul comme capitaine. C'est presque des injonctions paradoxales. Il faut être tout et il faut répondre à tout, être attentif, humain, avoir du temps, être performant, relever les défis qui nous arrivent avec les changements climatiques et puis est-ce qu'on aura une 6e extinction ou pas, la raréfaction des ressources. Et demander de l'aide, c'est jamais simple, surtout quand on est en position d'être chef. On arrive au segment de l'angle mort. On va écouter le témoignage de Julie. Moi, j'ai marié mon patron. J'ai travaillé pour cet homme-là pendant près de 3 ans avant qu'il devienne mon amoureux. Maintenant, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. C'est une belle aventure, mais une aventure quand même houleuse. La conciliation travail-famille, c'est pas facile parce qu'on apporte le boulot à la maison. On gère des enfants quand on est au bureau. C'est même difficile d'afficher notre relation parce que il y a plein de préjugés. C'est quoi ses motivations? C'est des motivations d'avoir des avantages, que ce soit au niveau financier, au niveau de son poste. Ce défi-là s'est atténué au fil des années quand les employés, les membres de notre entourage ont vu que notre relation était solide, réelle. Les gens se sont mis à avoir du respect pour nous et davantage à nous voir comme une équipe. Est-ce que quelqu'un aimerait intervenir? Personnellement, je ne suis pas un candidaton proche, là. J'ai beaucoup de caractère, je fonce. J'aime affronter les éléments. Mettre de l'éthique dans tout, là, moi, je me sens un petit peu, parfois agacée par ça. Je refuserais pas l'amour si c'est mon patron, là. À un moment, je ferai le choix. Je pense que je quitterai pour pas être dans trop ensemble tout le temps. Je rejoins un peu Jean-Pierre sur le fait de se retirer si la soupe devient trop chaude. Si ça colle. C'est ça. C'est juste légitime que les autres employés veulent que ce soit équitable pour tout le monde, mais en même temps, c'est... Bravo, Julie, parce que c'est une grosse pression à gérer. On est arrivé à l'étape du consensus. Alors, vous allez devoir faire l'exercice de vous entendre sur un des 3 énoncés que je vais vous proposer. Énoncé numéro 1. Pour bien gérer un employé difficile, il faut le responsabiliser dans la recherche de solutions. 2. Le télétravail favorise la conciliation travail-famille. Énoncé 3. C'est plus facile d'être son propre patron que d'être employé. Les employés victimes que j'appelle, que tout leur est dû et que les lois du travail leur conviennent quand c'est pour eux. C'est donc de la merde quand c'est pour les autres. Dans toutes les entreprises, de tout temps. Si t'en as pas vu, c'est parce que c'est toi. Pour conciliation travail-famille, c'est vraiment un plus qu'on gagne tout le temps qu'on passe dans les voitures ou même des tâches qu'on peut faire en parallèle, partir une brassée le midi ou whatever. Mais moi, je trouve ça plus facile être mon propre patron parce que j'ai une attente envers moi. Je dois rien à personne. Il y a un avantage à être employé et des avantages à être patron. Même si ton propre patron, c'est ton client. Fait qu'il faut pas oublier qu'il y a toujours quelqu'un en haut de toi, même si t'es en haut. Est-ce que vous êtes arrivé à remplir votre mission? On a un consensus. Oh. Oui. Pour bien gérer un employé difficile, il faut le responsabiliser dans la recherche de solutions. Mais à un moment, quand un employé est trop difficile et qu'on ne peut pas le responsabiliser ou qu'il n'a pas envie, puis qu'il va être dans le conflit permanent, la meilleure solution, c'est pas de le responsabiliser, c'est de lui montrer où est la porte. Merci d'avoir participé à l'émission. Ce que j'ai aimé de l'épisode, c'est qu'on a beaucoup parlé du point de vue de l'employé, mais j'ai senti aussi beaucoup d'empathie envers les employeurs. Merci aux gens à la maison et on vous invite à un prochain épisode de Tip Top.